a la chance de pouvoir créer une armée dans nos lits. Clairement, on est passé de 15 photographes à 300. Ouais. Et du coup, quand je vois des mecs qui sont là avec leurs 100K et qui sont en train de dire non, désolé, c'est trop touchy pour moi, tu fais bah ok, mais ça te sert à quoi d'avoir toute cette communauté-là si t'en fais rien? Notre action politique, elle n'est pas que dans les urnes. Et on a récolté du coup plus de 28 000 €. C'est des jeunes qui sont en pyjama avec leur TikTok et leur machin. Ouais, et ils montent des cagnottes pour récolter des sous, mais en fait, ils savent pas où ça va. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Coffee Shot, c'est Thomas App et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir avec moi Gab et Roxane qui sont à l'initiative du projet Print for Palestine. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? La forme. Bon, ça va, un peu fatigué, mais ça va. Comme un lundi matin, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'on est lundi. C'est vrai, très tôt, il est 10h là. Bon. 11h, non? Ouais, 11h. Mais on est sur le pont depuis 10 heures. Bah oui, c'est ça, moi je vous attends depuis 9h30, mais bon, c'est pas... Ok. On y va, c'est parti. C'est bonne ambiance, ce podcast, j'adore. Vous avez initié Print for Palestine quand? Il y a un mois, un lundi matin, il y a un mois, juste après la grosse explosion dans le camp qui était censé être safe en Palestine, à Rafah. Et le lendemain, le lundi matin, à 8h du matin. C'est vraiment en réaction à cet événement-là? Ouais, ça fait un bout de temps que je crois qu'on est tous choqués, qu'on essaie de s'engager à notre échelle aussi sur ce qui se passe en Palestine. Et c'est vrai que on a vu qu'il y avait eu un choc global en fait des gens de manière générale après ce bombardement-là. Moi, je sais que je me suis tapé la méga insomnie la veille et tout, et quand je reçois un message de Roxane le lendemain qui me dit viens, on fait quelque chose. Ah ouais, pitié. Ouais, il fallait faire quelque chose en fait. Il y avait ce truc-là où ce côté urgence à faire quelque chose, parce qu'en fait là ça fait des mois et des mois qu'on assiste à un génocide, tu vois, et qu'on a l'impression qu'on est grave impuissant, et donc juste déjà qu'on se dise bah vas-y, on fait un projet pour essayer d'être moins impuissant dans ce truc-là. Ouais, ça nous a... Ouais, c'est ça. Et puis en plus, je pense que vraiment c'était un énorme choc. Enfin, voir la tête des bébés décapités, etc. Pour nous tous, c'était un moment où on s'est dit en fait, on est tellement démunis, on peut rien faire. Mais si on s'y met tous ensemble, on peut y arriver. Et du coup, il y avait la story de Megda Vinci, je crois, sur Instagram, qui est du coup qui parraine des cagnottes, qui a fait un système de parrainage de cagnottes où du coup des influenceurs avec plus de 1000 abonnés peuvent parrainer des cagnottes de Gazaoui. Et elle avait posté dans sa story en mode les gars, vraiment c'est le moment d'agir. Si vous avez des skills, mettez-les en vente, mettez des vêtements que vous avez sur Vinted en vente. Et j'étais en mode mais en fait, on est entouré de plein de photographes, on a tous des skills, on a tous des choses à faire, à vendre, etc. Et c'est pour ça que j'ai contacté... je t'ai contacté aussi, du coup, Thomas. J'ai eu ce message le lundi matin. Exactement, tu faisais partie des premiers photographes que j'ai contactés. Et c'est juste que Gab, il a dit, vas-y, on met le truc genre vraiment à la 5e vidéo. Ouais, vraiment, on y va. Quand je t'avais envoyé le message, je crois, vraiment, j'ai envoyé à 10 messages, à 10 personnes des messages. Et je suis juste allée genre prendre ma douche. Je suis revenue, on était 150 sur le groupe. Mais c'est vrai qu'en fait, la prise en puissance du projet, elle a été assez fulgurante. Moi, entre le matin où tu m'envoies le message et où je me dis elle me contacte en DM, ça a pas l'air d'être pas un message groupé. J'ai l'impression qu'elle voit autour d'elle, et moi ça a résonné avec moi à ce moment-là, et c'est ce qu'on s'est dit par message, c'est que effectivement moi le sentiment d'impuissance il était grand. Quelle prise de position moi je prends sur les réseaux de mon endroit, comment faire politique en fait, et comment faire un impact. J'étais assez démuni, je le reconnais vraiment, à pas savoir quoi faire, et puis quand t'es tout seul, que t'as personne, moi ça a résonné pour moi, le mouvement collectif en fait, l'envie de rassembler des gens. Exactement. Et l'aspect, moi c'est pas que j'ai pas trop la culture, on va dire, des cagnottes, enfin tu vois, genre j'avais peu entendu de choses comme ça. J'ai un peu tendance à donner à des assos, un peu institués, etc. En me disant, je sais pas, moi les cagnottes, parfois je consacre pas assez de temps aussi à m'informer sur quelle cagnotte est legit, etc. Et du coup, quand tu m'as envoyé le message, moi j'ai dit ah ok et tout, et vraiment je suis allé au taf, je suis revenu du taf, et d'un seul coup il y avait un Discord, j'ai récupéré une ligne de conf, genre j'étais là genre le lien Discord il est expiré, qu'est-ce qu'on fait, je veux revenir et tout et machin, et après je me dis en fait on est passé de 15 photographes à 300. Ouais, c'est ça, même maintenant on est 1008 sur le groupe.
Donc vraiment, c'est énorme. Wow. C'est excessif. Genre, en fait, c'est ça. C'est quand Roxane m'a envoyé un message, j'ai fait ah, mais grave chaud, si t'as besoin d'aide pour trouver du monde. Et il m'a dit je peux faire une story. J'ai dit si tu veux, je fais une story, on voit ce que ça donne. La story, elle a pris. C'est ça, et puis elle a été repartagée. J'ai jamais fait autant de vues sur une story de toute ma vie, je crois. J'étais à 4000 vues à la fin de la journée. Et en 1 heure, on était, tu sais, on a atteint le. Ça m'est jamais arrivé. La limite du groupe Instagram. Du groupe Instagram. On s'était dit, bon, ok, on va ajouter tout le monde sur le groupe Insta, ça va être simple. Voilà, si on la conversation, une seule. Ouais, c'est ça. Et en fait, à la base. Si on c'est cool. Et puis, il y a ce moment-là où on arrive à 250 et je commence à ajouter les gens et ça me dit non, plus possible. Et je fais ok. Tu deviens un compte spam là. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on se dit ok, c'est cool de réduire. Ça, en vrai, pour moi, dans l'idée, ça aurait été bien si on est 15-20. Mais en fait, comment tu dis non à 1800 personnes qui ont aussi envie d'aider à leur échelle? Genre. Et je sais que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont chauds pour tout organiser. Nous, on avait réussi à faire une petite équipe. Il y a 2 personnes qui ont fait le groupe, le compte Discord. Il y a Colline qui est en train de faire tous les événements et trouver des artistes, etc. On a eu la chance de faire un petit collectif. On s'est dit, vas-y, on prend la responsabilité. Et moi, je trouve ça trop bizarre de dire, vas-y, non, nous, on n'aide que nous. Enfin, on se met que à 10 pour aider. Alors qu'on a cette possibilité de se mettre à plusieurs. Au début, c'était un peu dur. En vrai, les 2 premières semaines, on travaillait non-stop. Mais maintenant, on est assez organisé pour que ça nous prenne 1 ou 2 heures par jour. Donc, c'est OK. Alors que si chacun faisait tout seul des petites initiatives, je pense pas qu'on aurait réussi à récolter autant et aussi vite. Donc, le projet, là, parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas entendu parler de ce projet. C'est vrai. Et le projet, c'est... Vous avez fait appel à des photographes pour leur demander s'ils Et des illustrateurs aussi. Et des illustrateurs, effectivement. Des photographes, des illustrateurs et des illustratrices pour leur demander s'ils étaient prêts à donner leur accord pour imprimer leurs œuvres et les vendre dans le cadre d'une œuvre caritative où l'entièreté des bénéfices reviendrait à des associations sélectionnées, triées sur le volet, en tout cas par vous. Au départ, c'était des cagnottes. Et puis là, aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire les comptes de combien vous avez récolté en 3 semaines? Ouais, ça fait. On a commencé le premier drop de prime du coup il y a 3 semaines parce qu'on a eu une semaine un peu d'organisation pour essayer de voir un peu comment se passe tout le bordel. Le premier drop, je crois. Ouais, le premier drop, le compte Instagram, etc. On a tout lancé en 3 jours et du coup maintenant ça fait 3 semaines et demie qu'on a lancé et on a récolté du coup plus de 28 000 €. Donc, ce que je trouve énorme, parce que ça part vraiment de 2 petits gars en pyjama dans leur chambre en vidéo call. 28 000 €, c'est beaucoup. Et du coup, on prend 2 000 € pour tout ce qui est impression, envoi, etc. Ça veut dire que sur ces 28 000, il y a 26 000 qui sont envoyés. Donc, 50% à des associations. C'est énorme. Donc, 50% à des associations, 25% à Human Appeal et 25% à Médecins Sans Frontières, qui sont du coup déjà sur place et qui peuvent aider les personnes qui n'ont pas spécialement envie de quitter leur pays et leur territoire pour pouvoir les nourrir, les soigner, etc. Et 50% ensuite à des cagnottes qui ont déjà été vérifiées par d'autres personnes, parce que je me sens pas du tout capable de vérifier qui a une vraie cagnotte ou pas. Et du coup, il y a des comptes Instagram qui vérifient avec pièce d'identité, vidéo, tout, preuve à l'appui, et on envoie à ces cagnottes-là. Voilà, du coup, les autres 50%. Je suis un peu subjugué. C'est marrant, non mais c'est hyper émouvant aussi à la fois parce que quand j'ai vu le premier drop, j'ai vu combien ça montait. Genre, tu vois le nombre de personnes qui sont motivées pour le faire, etc. Qui disent mais bien sûr je donne mes droits, j'en fiche. Il y avait sur le Discord, je me souviens qu'il y avait même des artistes qui apparaissaient sur des photos parce qu'il y avait eu quelques photographes en tout cas qui avaient pris des photos de concerts avec des artistes plutôt connus. Et on a Mac Lemore qui a donné son accord. Genre, je trouve ça excessif. Vous avez un DM de Mac Lemore. Ouais. Voilà. Il y a trop de trucs. Il y a Al Capote qui nous a repartagé. Mehdi Maizi. Ok. Mais ça va être galère de tout compter, mais même au-delà de ça, au niveau des autorisations, c'est exceptionnel. Oui, c'est ça. Et en fait, ça a permis à des artistes qui s'engagent pas. Forcément, c'est plus difficile, je pense, en tant qu'artiste musical, quand tu es signé en label, tout ça, de venir t'engager sur des terrains qui sont aussi touchy, mais qui nous permettent, en tout cas, d'utiliser leurs œuvres pour aider le truc. Je trouvais ça quand même déjà fort, en fait. Je trouve qu'en fait, c'était effectivement l'endroit de juste milieu, si on veut, pour un ou une artiste connue ou tenu par des enjeux financiers, de contrats, de je ne sais quoi, des labels ou autres. De pouvoir apporter son soutien sans
J'allais dire sans s'engager trop. C'est ça. C'est un peu traître comme ça fait... ça sonne moins bien que ce que c'est. Alors je suis d'accord, en fait ça donne bonne image à la personne tout en aidant les gens. Et nous c'est ce qu'on dit, c'est que s'il y a des gens qui ont envie de racheter leur image en nous faisant de la pub, dans tous les cas ça fait du bénéfice pour la Palestine. En fait le truc c'est que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de petites actions. Exactement. Il n'y a pas de petit engagement où on n'attend pas, en fonction de ta notoriété, un engagement plus fort ou autre. Et après, si, on va discuter. On va je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que l'endroit d'engagement d'un ou d'une artiste, il n'est pas forcément à l'endroit où on croit. J'avais de mon histoire personnelle en tant que vidéaste, j'avais assisté à une conférence sur l'engagement politique dans le rap. C'était une conférence qui était organisée par Madame Rap, qui est un média rap. Et moi, je captais cette conférence. Et la personne qui intervenait, dont je me souviens plus le nom et j'en suis désolé, parlait en fait de l'engagement dans le rap. C'est pas forcément avoir de l'engagement dans ses paroles, forcément. Ça peut, mais qu'il y a plein de personnes, d'icônes du monde du rap, qui s'engagent à échelle intime, personnelle, artistique, avec des concerts gratuits, avec qui acceptent des gigs dans des assos, dans des quartiers, ou qui, de leurs finances, donnent sans en faire publicité. Et qu'en fait, on a un peu tendance à dire « Ouais, mais le rap s'engage plus ». Parce que les paroles sont moins engagées qu'à l'époque, le rap c'était mieux avant, toutes les daubries comme ça. Sauf qu'en vérité, la culture, on va dire, des personnes qui font du rap et qui veulent s'engage à plein de niveaux différents. Et qu'un engagement d'artistes ou de personnes connues ne se fait pas forcément publiquement. Alors, je suis d'accord, mais pas complètement. Vas-y. Je pense que ça dépend beaucoup de ta notoriété. Par exemple, moi, en parlant beaucoup de la Palestine, j'ai perdu pas mal de clients. Et j'ai perdu pas mal d'opportunités. Je sais que, genre, à chaque fois que je dois donner mon Instagram à des clients, vu que mes stories, c'est que sur la Palestine, j'ai toujours ce truc de « j'ai pas trop envie ». Bon, je suis obligée parce que c'est aussi une de mes vitrines, mais du coup, j'ai vu que ma quantité de clients a beaucoup diminué, mon engagement sur Instagram pareil, et malheureusement, j'ai pas les moyens de me permettre de perdre des clients, tu vois. Par contre, je trouve que un Squeezie, qui est genre youtubeur numéro 1, il a les moyens de perdre un ou deux contrats, tu vois, parce que je veux dire. Après, je suis d'accord qu'il y a des personnes qui sont sous contrat et qui peuvent pas dire n'importe quoi. Mais à certains niveaux, je trouve que c'est quand même plus important de s'engager, pas spécialement politiquement, mais en tout cas pour les conflits actuels, et malheureusement c'est politique. Donc les personnes qui disent que... Enfin, on nous avait commenté, oui, arrêtez de vous politiser sous le truc de Print for Palestine. On n'a pas trop le choix. Mais genre, l'essence même du projet est politique. Exactement, c'est ça. Et, mais par contre, il y a des personnes telles que des photographes. On a contacté des... je vais pas donner les noms parce qu'ils nous ont gentiment... Ils ont refusé, genre hyper poliment, en mode « Excuse-moi, les personnes qu'il y a sur mes photos, ils n'ont pas donné l'accord, donc je peux pas m'engager, sinon je vais perdre mes contrats. » Genre, je comprends totalement. C'est une raison, quoi. C'est ça, c'est totalement... Il y a quelqu'un d'autre qui nous a refusé en mode « Non, j'ai trop de demandes, flemme. » Ça, c'est moins une raison. Et on va pas citer le nom, mais tu te reconnaîtras. Mais tu te reconnaîtras et je garde un très mauvais souvenir de toi maintenant. Sache que je te déteste. C'était un artiste avec 60 000 abonnés et en fait, genre si tu fais une story, ça peut faire tellement de ventes et tout. Mais je pense que ça dépend beaucoup de ton type de client, aussi du moment où tu te situes dans ta vie. Genre si t'as beaucoup de sous et que tu peux te le permettre, vas-y. Après, si tu vas te mettre en précarité, une fois que t'es en précarité, tu peux aider personne. Donc va pas non plus te mettre dans la merde pour... Enfin, je sais pas si on peut dire des gros mots sur le truc, mais va pas non plus te mettre dans la mouise pour aider d'autres. Ouais, c'est ça. Mais ouais, en fait, je pense que ça dépend beaucoup de où tu te situes. Ben, ça dépend d'où tu te situes. De fou. C'est super loin. Non, mais vas-y, Gab, du coup, tu voulais dire, t'es pas d'accord. Moi, j'avais. Dis-moi pourquoi t'es pas d'accord. J'avais ce gros point de désaccord parce que justement, t'as toute cette notoriété qui vient avec toi et ça implique quelque chose, tu vois. Quand tu commences à être connu, quand tu commences à avoir une certaine communauté. Enfin, moi, je sais que cette communauté-là, celle que j'ai la chance d'avoir là actuellement et que j'essaie de faire grandir, j'y vois pas un autre but que faire passer des idées, faire passer des messages qui me semblent importants, tu vois. Et du coup, quand je vois des mecs qui sont là avec leurs 100K et qui sont en train de dire non, désolé, c'est trop touchy pour moi, tu fais bah ok, mais ça te sert à quoi du coup exactement d'avoir toute cette communauté-là si t'en fais rien qui sert à la communauté en fait. Genre, moi quand j'ai passé les 5K, j'étais content, je me suis dit ok, peut-être que maintenant je vais pouvoir parler politique et que ça va avoir un impact quelque part dans ma manière de faire. Et donc oui, la preuve en est, ça marche bien. Mais moi, ça me frustre trop
que les mecs me disent non, je suis désolé, j'ai trop de communauté pour ça et j'ose pas en parler et tout machin parce que je sais qu'après ça va avoir des répercussions et tout. Je fais, c'est le principe. Tu as les moyens de le faire en fait. Tu as les moyens, tu as la logistique. Elle est toute prête pour toi. T'as juste à faire une story, mec. C'est surtout qu'on n'est plus au début, au mois d'octobre, novembre, même jusqu'à janvier, février. Les gens ne prenaient pas parti parce qu'ils n'étaient pas vraiment éduqués, que ça passait plus comme un conflit en fait. Oui, c'était l'éternel débat Israël-Palestine, débat. Conflit. Exactement, c'était sur le nom de conflit. Sauf que maintenant, en fait, depuis le début d'année, exactement. Tu peux pas te poser de questions. Moi, je vois des personnes, et vraiment, j'en suis grave reconnaissante, des personnes à qui j'étais abonnée, avec qui j'avais déjà parlé de ce conflit-là, on va dire, et qui répondaient à mes stories en mode non, mais tu t'engages, tu connais pas très bien. Sauf que maintenant, je vois que dans leurs stories, ils sont hyper engagés en mode c'est bon, on peut plus fermer les yeux, on peut plus se taire, il y a les images en 4K, on peut plus faire semblant. Et c'est pour ça, ne pas s'engager au début, quand ça. Enfin, au début, c'était il y a 70 ans, mais en octobre, quand ça a explosé, moi je m'y connaissais pas encore, donc j'avais fait une story en mode envoyez-moi tous les liens des documentaires et tout, mais je comprends que ça soit un peu plus touchy, mais maintenant, vraiment, on voit les images en 4K, c'est pas une bataille à main égale, c'est pas une guerre à armes égales, c'est des enfants qui sont décapités, et je trouve ça plus compliqué de fermer sa bouche maintenant, je trouve ça limite, je sais pas. Mais du coup, en fait, moi je trouve que ce que ça prouve, et c'est pour ça que je voulais qu'on se voit, et que j'ai accepté de donner des images pour le drop et tout machin, en fait il y avait ce truc... Très belles images d'ailleurs. Ah, merci. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais non, mais en fait, ce que je trouve impressionnant, c'est que il y a cette espèce de truc, je réfléchis ma pensée en même temps parce que j'ai envie de la formuler correctement, c'est que même quand tu penses que ton impact va être minime, que tu te dis je vais donner 30 € à une cagnotte ou je ne sais quoi, même quand tu penses que tu peux rien faire, en fait vous avez prouvé en l'occurrence que vous pouviez faire quelque chose, parce que même si vous aviez récolté 1 000 €, c'était une victoire. À la base, on pensait qu'on allait récolter vraiment moins de 700 balles. Tu vois, et 700 balles, c'est énorme en fait, pour une cagnotte, pour des petites cagnottes. Pour MSF, c'était pas grand chose, mais tu vois, je suis d'accord. pour une cagnotte comme celle auquel vous donnez, c'est 700 balles, c'est une fucking de donation, tu vois. Bien sûr. Et de se dire, il y a 15 personnes qui se sont récoltées, pour récolter 700 € et qui donnent tout. C'est un véritable impact, parce que si tu parles dans ton entourage à tes potes et que tu dis venez on fait un truc, on met chacun 10 €, t'as bien 15 potes qui mettent 10 € et 150 €, ça fait la différence. Si t'attends que chacun, si t'attends, on peut espérer que chacun apporte sa pierre à l'édifice en allant faire sa donation. Moi j'ai que 5 €, je donne 5 €. 5 € pour moi, c'est beaucoup dans mon budget par exemple, mais c'est aussi beaucoup dans le budget d'autres personnes, notamment qui sont en train de se faire décapiter. Voilà, c'est un paquet de pâtes pour toi, c'est pas le même paquet de pâtes pour les autres, tu vois. Et du coup, il y a cette espèce d'idée où je me dis, plutôt que de compter sur l'investissement individuel de chacun, ce qui est le résultat d'une société capitaliste, d'individualisme. Chacun fait sa part, n'en parlez pas trop. Et puis, faut pas publier, faut pas faire publicité de vos aumônes, d'une certaine manière, de vos dons. Et en même temps, là, de se dire, venez, on se rassemble, venez, on fait ça. Ça aurait été à l'échelle de 15 photographes. Ça aurait été 15 photographes. C'est fou. Et en fait, il se trouve qu'il y a plus de... 1800 personnes qui envoient des trucs, et les drops vont durer jusqu'à l'infini, Mais en fait, c'est la preuve que, même quand on pense que faire de l'art, c'est difficile de le politiser, parce que j'aimerais qu'on rebondisse là-dessus. C'est la base de l'art. Mais c'est la base de l'art. L'art est politique. Après, parfois, le geste artistique que tu as, bien que politique, n'a pas forcément une thématique politique. Ça peut être une thématique poétique. D'ailleurs, dans les œuvres qui sont proposées dans Print for Palestine, t'en as plein qui sont hyper poétiques, qui sont hyper loin. La question, moi, que je me suis beaucoup posée, j'étais là, alors attends, c'est dans le cadre de Print for Palestine, mais alors on n'a pas mis que des prints de Palestine. Qu'est-ce qu'on fait ? Non mais voilà, même qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que moi je mets les quelques photos de manifs que j'ai faites alors que c'est pas représentatif de mon œuvre ? Tu vois, en fait, déjà si tant est que j'ai une œuvre, mais tu vois, de ma pratique photo, j'ai peu cette entre guillemets étiquette de photo politique, au sens où
picturalement, mais c'est ça qui est il y a bien. quelque chose. Mais du coup, c'est cet endroit-là où tu dis, bah toi tu peux te dire, bah ouais, mais moi je fais que de la macro je vois des plantes, alors je me dis, je fais que de la macro de plantes, ça n'a pas de sens. Bah ouais, mais peut-être potentiellement sur un drop, etc. Bah il y a des gens, oui, qui veulent pas une photo de manif avec une bagnole qui crame, exactement, mais qui voudraient un peu de douceur. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, on va justement partir sur un principe où il y aurait de tout. Après, évidemment, on a fait une sélection parce que, genre, on essaye de mettre un maximum de prints qui vont se vendre. Oui. Donc, on fait des votes, on est genre 5-6 derrière nos écrans et dès qu'il y a une majorité, on dit oui ou non. Voilà. Mais on essaye de faire un truc hyper vaste parce qu'il y a des personnes qui veulent juste acheter pour le geste de, ok, on achète un truc Palestine. Cool, vraiment trop bien. Il y a d'autres personnes qui veulent faire le geste et en même temps pouvoir ensuite mettre les images. Il y en a qui ont acheté genre plein de photos en A4 qui vont mettre dans leur mur, donc trop bien. Et ils veulent autre chose que des photos de manif. Et je trouve ça trop bien de pouvoir genre avoir une œuvre d'art que tu mets chez toi et qui vienne genre de n'importe quel artiste qui est pas forcément un artiste politisé chez toi. Et ensuite, genre dans 10 ans, tu vas la regarder sur ton mur et tu vas te rappeler que ok. C'est dans ce contexte-là que je l'ai acheté. Exactement. Ouais, bien sûr. Moi, je trouve ça trop cool. Enfin, tu racontes l'histoire aux personnes qui viennent chez toi et tout. Genre, ça permet en plus d'avoir un moyen de discussion, alors que beaucoup de personnes se ferment beaucoup plus dès que c'est directement des photos bien manif, bien grand drapeau Palestine, etc. Alors que on a des photos genre de paysages, on a des photos de mode, etc. Qui peuvent aller à tous les goûts, toutes les couleurs. Genre vraiment, j'aime trop. C'est trop bien. Voilà, il y a des drops qui sont spéciaux sur les manifs. Là, le dernier en date, au moment où on tourne ça, c'était spécial manif. Parce que ça arrive dans un contexte particulier. Et parce qu'on avait tous envie de manifester. Bien sûr, des résultats complètement catastrophiques. Là, globalement, on vient de vivre une semaine très manifestante. Donc ça nous semblait important aussi, mais sinon globalement on essaye de ramener le max de gens en fait, de toucher un maximum de public parce que c'est aussi comme ça qu'on génère des fonds en fait. Oui, c'est ça. Même si les photos de manif ont tout de suite bien marché. Elles passent hyper bien les photos de manif. Ce qu'on avait vu sur les premiers drops, on n'a pas eu de souci à les écouler. Si tu veux, c'était même celle qui s'écoulait le mieux. Même maintenant, même dans les autres drops, c'est celle qui part le mieux. Okay. Mais quand même, il y avait ce truc là où je me dis, il y a peut-être des gens qui sont juste pas intéressés par de l'art, et si ça permet à des gens qui font pas forcément de politique de base de se politiser quand même avec leurs images, même si elles représentent rien de politique en elles-mêmes, tant mieux. Mais tu vois, c'est parce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de dire tes 5K ils servent à quoi, tes 10K ou je sais pas quoi, par rapport à toi, les photos que tu fais, que j'ai vues de toi, il y a beaucoup de photos où le sujet de la photo est politique, et où du coup les 5 tes abonnés, ta communauté, elle est politique pour l'aspect politique de tes photos et la beauté de tes photos, il y a pas de souci. Mais pas que ça. D'accord. Ça dépend vraiment des phases. Moi, j'ai commencé en manif, donc du coup. C'est comme ça que j'ai rencontré moi. Moi, j'ai commencé à faire de la photo en faisant de la photo de manif, donc globalement, effectivement, ma première base de communauté, c'était des gens qui étaient là en mode ça casse. Trop bien, ça fait boum boum. Ouais. Mais en fait, totalement, mec. Mes débuts, c'était gilets jaunes. C'était quoi? C'était sécurité globale. Ouais, d'accord. Et ensuite Fashion Week. Et donc après ça, je suis arrivé en école de photo et il a fallu que je fasse de la street, il a fallu que je fasse de la mode. Et du coup, j'ai commencé à diversifier, je fais du concert et tout. Et du coup, en fait, ça fait que maintenant, j'ai une communauté de gros gauchistes, mais qui aiment un peu de tout. Oui, oui, parce que les gauchistes n'aiment pas que la manif. Effectivement. Ils aiment bien la musique. C'est sympa la musique. Ça permet aussi d'avoir une proposition aussi où là je sais que la prochaine série que je vais sortir ça va être de la mode. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Là en ce moment je fais des stats de zinzin sur les trucs de manif. On va voir ce que ça donne. Oui, après peu importe en fait. L'idée un peu le raccourci que je pouvais avoir, mais parce que c'est sur les réseaux, c'est les perceptions qu'on a des gens et c'est ce que moi on me sert en ce moment de ton contenu. C'est de la manif, etc. Donc je me dis ah bah oui mais évidemment entre guillemets je fais un raccourci de pensée, mais entre guillemets, ah bah oui, mais c'est plus facile pour lui parce que les gens qui le suivent, ils le suivent pour ça. Moi, j'ai commencé en faisant, je vais parler vraiment de ma place, j'ai commencé en faisant des tutos sur l'argentique sur YouTube, dans un côté guilleret et sympathique. Malgré les idées politiques intimes que j'ai, ça a jamais été l'espace alloué à ça. Tu vois, pour moi, l'espace que j'ai choisi d'occuper sur la scène argentique française au moment où je me suis lancé et que j'ai commencé à prendre, c'était le gars enthousiaste qui t'invite à faire de la photo, peut-être être questionné sur ta pratique artistique, mais moi, je suis pas là pour te dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, je suis là pour t'inciter à explorer, à chercher dans une ambiance joyeuse et divertissante, légère, d'incitation à la création. Tu vois, donc une espèce de truc un peu fourre-tout, policé, j'admets, c'est cette partie-là de moi que j'ai choisi de mettre en avant en me disant je veux toucher le maximum de monde, donc
mes manifs, pendant des années j'étais intermittent du spectacle, donc les manifs pour les intermittents je les ai faites, enfin genre j'ai manif contre le Front National, j'avais 16 ans, genre, en fait, non mais tu vois, genre Le Pen deuxième tour, je pouvais pas voter. Oui, ok, ouais. Enfin j'étais là, j'étais ado, j'étais conscient, enfin genre j'étais là, genre merde, tous ces trucs là ont façonné ma manière d'être, mais c'est pas ce que j'ai présenté aux gens, c'est pas ce qu'ils achètent, c'est pas ce qu'ils... Tu vois, moi j'ai fait un switch. Ma brand. J'exagère un peu. Moi justement j'ai fait un switch parce que je fais que des photos de mode, genre je fais que ça, genre limite un peu de photos de Fashion Week, mais en vrai non, je fais que de l'édito, que des photos de mode, etc. Et mes abonnés, en fait, genre j'étais jamais politisée. En vrai de vrai, avant il y a un an, j'étais genre avant les élections là, Macron-Le Pen, j'étais pas du tout politisée. Et en fait, à un moment donné, j'ai pas eu le choix parce que j'avais vu du coup qu'ils donnaient des cagnottes à parrainer, etc. Et moi, j'avais parrainé une cagnotte que je parraine encore d'ailleurs. Si vous voulez donner, n'hésitez pas. Sauf qu'en fait, genre, à chaque fois que je voulais poster une story qui était en dehors de la Palestine, je me dis, ouais, mais il y a des Palestiniens qui me suivent et qui me voient vivre ma vie. Et genre, je me sens trop mal de me dire, moi, je suis en train de vivre ma vie. Moi, je suis en train d'aller au resto alors que vous pouvez pas. Et genre, que je veux utiliser ma plateforme pour aider. Et comme j'ai dit, genre, moi, j'ai mes parents qui m'aident. Donc, j'ai les moyens de me dire... Vas-y, si je gagne pas de sous, c'est pas grave, il y a papa et maman qui m'aident derrière. Il y a d'autres personnes qui ont pas ces moyens-là. Et il y a un autre photographe qui m'avait dit, genre, c'est vraiment trop cool ce que tu fais, mais n'hésite pas à poster ton travail, parce qu'à un moment donné, si t'arrives pas à te nourrir toi-même, tu pourras pas nourrir les autres. Et encore une fois, c'est ce que je dis, genre, si toi, t'es engagé dans ton point de vue personnel, si toi t'es engagé, si toi tu te bats pour les choses qui sont importantes pour toi, c'est trop cool. Et si t'as pas les moyens de le mettre sur ta plateforme, parce que sinon tu vas perdre genre ta visibilité à toi, tu peux pas payer ton loyer, mais le fais pas. C'est pour ça que je parle, tu sais, genre des gros influenceurs. Oui, c'est l'équilibre, la perte elle est minime comparée à... Exactement, mais c'est pour ça, genre, nous trois, si on perd un peu de nos clients, on perd tous nos clients. C'est ça. Mais voilà, mais en même temps, c'est pour ça que je te dis, c'est des histoires de perception, parce que je pense que des gens peuvent me percevoir comme, des gens peuvent vous percevoir comme, et du coup, moi, ce que je me dis, c'est que, bah, oui, elle est faussée. Tu connais pas mes finances, tu connais pas l'état de ma vie, tu sais pas où je vis, tu sais pas parce que j'ai plus de 15 000 abonnés sur YouTube que je pèse de ouf en fait, genre c'est pas vrai. Totalement. Genre si quand même. Ouais. Non, il ment. Là, il y a 3 souvenirs rien qu'à lui, genre. Rien qu'à moi. Rien qu'à moi que j'ai acheté cash en espèces direct. Que à lui. D'ailleurs, même en d'oseille. Non mais tu vois genre, moi j'ai des gens qui me soutiennent sur Tipeee, etc. Et c'est là aujourd'hui, je me dis. Me soutenez pas sur Tipeee, achetez des prints dans les drops en fait. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le café qu'on boit ? C'est du café soluble. Et c'est quoi, quelle spécialité de café ? Tu nous as fait des boissons. Ah oui, on a fait des boissons, on a fait 2 petits mochas, voilà. C'était ça, des mochas, ouais, avec un peu de chocolat et tout, avec du lait d'avoine. Ça switch direct, j'ai paniqué. Je me suis dit, il veut tailler mon café soluble en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'épisodes où on boit du café ou des fois on n'en boit pas. Mais là, c'est vraiment le matin. Oui, c'est vraiment le matin. Que je tourne à 19h, du coup. Ah oui, ok. Non, là, c'est du café soluble avec du lait d'avoine, voilà. Du sucre, ils ont pas mis de sirop de vanille, moi j'ai du sirop de vanille, voilà. Okay. Mais eux, ils ont un peu de chocolat. On est chez Starbucks. Wow. Mais non, parce que nous justement on est de l'autre côté. Il a dit le S-word. C'est que j'ai une tasse Starbucks genre depuis 2-3 ans et en fait je ne peux plus la sortir. Genre je ne peux plus, alors que vraiment je l'ai acheté pour être écolo et pour pouvoir boire mon café dedans. Et genre depuis 1 an je ne peux, genre vraiment j'ai trop honte de sortir avec, donc elle est à la maison, je la range. Je pense que je vais le peindre en rouge et mettre genre tu sais une barre. Genre, ça peut être très sympa. Carrément. Au moins j'aurais moins honte de sortir avec. Mais c'est con parce que je l'ai vraiment acheté genre pour moins polluer et pour pouvoir me balader avec mon café et pas l'acheter dehors, tu vois. Et maintenant je suis en mode non, je ne fais pas la pub de toi. Mais c'est super compliqué parce que du coup c'est des trucs qui t'incitent à effectivement éviter d'utiliser des cups pas réutilisables, justement jetables, etc. Mais c'est quand même l'instrument du capitalisme. Exactement. Tu vois, c'est... Starbucks, je suis désolé, mais c'est pas ma tasse. Qui va changer ce que vous faites de manière globale comme business plan, tu vois. Alors moi c'était de façon économique pour moi, aussi, genre en fait je faisais mon café chez WAM dans la tasse et je partais me balader avec, tu vois, avec la petite paille et tout, et comme ça quand je suis dehors j'ai pas besoin d'acheter mon café parce que 7 € en café qui est même pas ouf, vraiment c'est vrai. Tu vois. Mais d'ailleurs il y a un super docu dont j'ai plus le titre mais que je mettrai
quelque part. Sur ce qui est sur Starbucks, c'est qui explique tout le qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et comment ils se font énormément de thunes. C'est hallucinant. Et ça parle de café. Et ça part qui Je saurais pas te dire. Ok, ça marche. Café sans filtre, je crois que ça s'appelle. Ok. Mais je ne saurais pas te dire le ou la réalisatrice. Des refs sans ref. Mais sinon, il y a aussi un docu sur Coca. Et il est pas mal aussi, voilà, si ça intéresse. Et pour bien pousser au boycott et pas que ça soit juste pour la Palestine, vraiment, sachez que Coca, je suis désolée, c'est vraiment une catastrophe. Mais si, on est sponsorisé par Coca d'ailleurs, c'est Coffee Shot et X-Coca, mais qui parle genre de à quel point Coca c'est une catastrophe écologique qui du coup a bousillé toute l'eau potable d'une partie du Mexique et on fait en sorte que les bouteilles d'eau soient plus chères que les bouteilles de Coca. Voilà, du coup c'est absolument affreux. Voilà, mais du coup on parlait du café, mais avant ça... Non, mais du coup là je vais vous demander, c'est quoi les prochaines étapes selon vous aujourd'hui, et puis peut-être que vous avez un peu plus de visibilité, parce que combien de drops il y aura, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. On va continuer les drops jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour acheter, en vrai. Jusqu'à ce que ça s'épuise. Exactement. Ça, parce que de manière générale, on ne peut pas dire à un moment on stoppe là parce qu'en fait, on est fatigué et tout machin. Donc globalement, vous pourriez. On pourrait. En fait, parce que vous pourriez être au bout du bout et de tenir le truc depuis 3 mois et que ça demande énormément de travail. Déjà, au bout de 2 semaines, on était au bout du bout. Voilà, tu vois. Ouais, d'accord, vous êtes déjà au-delà. Vous êtes déjà dans votre second souffle. Non, en fait, là, maintenant, ça va mieux. Et puis, genre, on est pas mal, on est bien entouré. Par exemple, moi, tous mes voisins m'ont envoyé un message en mode quand vous faites les emballages des prints, envoie-moi un message, genre on vient tous t'aider, tu vois. Donc c'est ça, on est vraiment pas mal entouré. On a plein de personnes sur Discord qui nous ont dit genre si vous avez besoin de faire une pause, on prend le relais. Le souci c'est que là vraiment on a trouvé une organisation qui s'est faite de façon organique et qu'on n'a pas réfléchi en mode toi tu fais ci, toi tu fais ça. Du coup on pourrait pas le réexpliquer à quelqu'un. Mais c'est super fort. Vraiment c'est juste que ça s'est glissé un peu comme ça. Mais on va continuer jusqu'à ce qu'il y ait plus de visibilité parce que malheureusement même si un jour la Palestine est libre, faudra la reconstruire. Faudra payer pour réparer tout ce qui a été détruit. Et puis il n'y a pas que la Palestine qui est actuellement en danger, c'est juste que bon vu que la Palestine fait beaucoup de vues, on en profite pour pouvoir les aider eux. Mais il y a aussi le Congo, il y a le Soudan, enfin il y a tellement de causes. Tout ça. Donc tant qu'il y a de la visibilité, on continue. Après, on a vu que ça se calme pas mal. Donc on a une équipe qui, on peut le dire. Je t'en prie, vas-y, je t'en prie. Fais l'annonce, dis-le. Ils sont en train de... En fait, on a une photographe parmi nous qui s'appelle du coup Colline et qui a fait beaucoup de photos de rap. Et elle a beaucoup de contacts dans le rap. Donc, on va réorganiser un concert caritatif avec une vente de print et une vente aux enchères, avec des vinyles dédicacés, avec des objets des rappeurs, même genre la nouvelle BD de Raska dédicacée, etc. Et du coup, tous les bénéfices seront reversés, comme ici, 50% aux assos et 50% en cagnotte. Et du coup, il y a déjà des rappeurs, mais on n'a pas encore signé les contrats, donc je ne peux pas m'engager. On ne peut pas dire de nous encore. C'est pas grave, on name drop pas alors. Exactement, on a des très bons rappeurs, genre vraiment, on a des bangers. Déjà, vous organisez un concert en fait. C'est ça, en fait, franchement, c'est Colline. C'est à la Bellevilloise le 21 juillet. Ouais, je sais pas si vraiment. Tu te rends compte, la Bellevilloise, c'est 600 places, je crois. Ouais, il y a 650 places. 650 places. Et il y aura deux parties. Il y aura une partie du coup vente de print et vente aux enchères avec des concerts acoustiques genre, qui seront beaucoup plus chill. Cette partie, elle sera gratuite, ouverte au public pour que les gens puissent juste venir. Et ensuite, on aura la partie concert en bas où du coup, ça sera avec des artistes, des rappeurs engagés qui ont quand même un peu de visibilité en vrai. On les dira après. Avec un peu de visibilité. Et les billets commencent à 20 €, ils s'arrêtent à 30 €. Donc c'est très... Ça, et la Bellevilloise, ils sont trop mignons, ils ont dit genre on fait un coprod, on paye rien, genre on paye 20% des bénéfices pour payer leur sécu, leur bar, etc. Du coup, ça veut dire qu'il y a 80% de tout ce qu'on gagne qui part. Genre, c'est exceptionnel. Du coup, c'est trop bien. Wow. Et c'est justement, on essaye de faire un peu plus d'événements. Là, on va participer. Bon, ça sera déjà passé quand la vidéo va sortir, mais... Non, t'as dit ça sort le 20 ? Ça sort le 30. Nous sommes le 30 juin. Oui, c'est ça. On est le 30 juin. Le 23 juin, le 23 juin, il y a une semaine. Il y a une semaine. On va participer à un pop-up organisé par Golocho Glova. Je sais pas, c'est une influenceuse qui s'appelle Yasmine et qui organise un pop-up avec plein de créateurs. Et en fait, au lieu de nous avoir les paiements, c'est directement envoyé à Human Appeal. Donc les gens envoient directement les sous à Human Appeal. Et pareil, tous les prints qu'on va vendre direct à l'assaut. Donc c'est cool, on veut faire plusieurs événements pour un peu refaire venir les gens, etc., pour les réengager. Donc ça, c'est sympa.
Donc on note le 21 juillet. Ouais, le 21 juillet. Ok. Et vous verrez bien pour la fin des drops. Pour la fin, les drops finiront quand ça s'essoufflera. Quand Palestine sera libre. Et reconstruite. Donc dans à peu près 100 ans, voilà. Tes enfants, tes petits-enfants. Mais on va aussi faire des drops un peu plus spécialisés. Genre on sait on avait prévu de faire un drop spécial Congo. Donc il y a des photographes qui veulent absolument s'engager pour le Congo et je trouve ça trop cool. Donc on va faire un drop genre spécial Congo et tous les bénéfices seraient reversés aux assos qui sont déjà présentes au Congo, etc. Donc on essaie un peu de varier et de oui, du coup en fait ça pourrait devenir Print for. Ouais, c'est exactement. Rebranding rebranding à l'infini, associatif et en fait change les couleurs, tu changes les couleurs et tu changes les trucs. C'est ça, c'est là ça pourrait carrément. Tu sais, genre juste Print for Humanity et puis Nous, on est très politisés, mais le but, c'est pas non plus que Print for Palestine, ça soit genre juste pour un cas, etc. Le but, ce serait d'aider le plus de personnes possible. Nous, c'est vrai que sur nos plateformes, on est en mode « Ouais, la Palestine vivrait, etc. » Mais on veut s'engager aussi pour d'autres causes, parce que c'est important. Genre, il n'y a pas une vie qui est plus importante qu'une autre. Genre, mais en fait, je crois que ce que tu décris là, c'est souvent comment commencent des projets politiques, dans le sens où ça va être une étincelle. Ouais. Tu l'as dit, un lundi matin, on se lève, on dit viens, on fait quelque chose pour ça. Parce que je peux agir là. Oui, c'est ça. Et j'agis d'abord là. Et puis petit à petit, j'élargis mon spectre. Et je vois en fait que ma première action a un impact. Et du coup, je peux recommencer. Donc si je recommence, j'élargis. Au départ, on vend des prints, c'est sur Internet. On essaie d'avoir les prints les moins chers. Après, on peut peut-être se dire, on fera, des plus grands prints, des tirages limités, avec des photographes plus cotés, avec une vente en physique. Après, on fait un concert. Après, on fait, attends, il y a cette partie-là du monde. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, tant que t'as pas mis ton premier point de départ, ta première pierre, t'arriveras jamais au... Tu sais, si tu dis, non, mais moi, je veux faire la plus grande ONG de vente d'œuvres, tu commences... En fait, tu commences... Oui, de fou. Et souvent, c'est cette première marche qui va te faire continuer d'avancer vers d'autres projets. Et du coup, effectivement, le fait que vous vous rendiez compte que c'est possible, ça aurait pu être une plus petite échelle et ça aurait eu un impact tout de même. Et ça aurait été bien déjà. Et ça aurait été énorme, tu vois. Et là, c'est au-delà de vos espérances. Du coup, ça donne de l'espoir, ça donne envie de se projeter, ça donne envie de se dire « Ah, mais si on peut faire ça, ça veut dire qu'on peut faire plus ». Mais imagine si on fait plus, en fait. Mais en fait, le truc, c'est aussi que ça donne l'image à d'autres personnes. De bien dire, sûr. ok, en fait, on peut le faire. Genre, il y a quelqu'un qui avait commenté sous nos publications en mode ouais, est-ce que vous faites ça pour d'autres causes ? Ah, c'est pas trop tard, vous pouvez le faire, vous faites ça que pour la Palestine. Et nous, on lui a dit, franchement, vas-y, genre franchement, mais oui, vraiment fais-le. Nous on est trop chaud, on repartage, genre à chaque fois on nous envoie d'autres causes, d'autres cagnottes, genre vraiment faites-le, vous êtes dans votre lit. Franchement, on a la chance, c'est ouf de dire ça, mais on a la chance de pouvoir créer une armée dans nos lits. Genre on peut se battre pour des causes en étant chacun en pyjama dans nos lits. Il y a plus personne actuellement dans notre génération, en tout cas en France, qui n'a pas de téléphone. Genre même si c'est un vieil iPhone 4, c'est un vieil iPhone 4 avec lequel tu peux aller sur Instagram, avec lequel tu peux te politiser, etc. Maintenant, on peut tellement faire énormément de choses et juste le fait de se dire, bon on l'a fait, ça montre à d'autres personnes qu'on peut le faire. Genre vraiment, on n'a pas des masters en com, on n'a pas vraiment des... Ouais, non, on n'y connaît rien. Vraiment, on fait des stories à la dernière minute. On a fait des stories pour ce soir ? Ah non, oh merde 18h30, le post était à 18h à la base. Vraiment, ce que tu dis, c'est à la fois hyper important, à la fois glaçant, parce que j'ai regardé récemment le docu sur Jérôme Jarre. Ok, j'ai pas vu moi. Ouais. Et quand tu dis on est dans notre lit, on arrive à faire des cagnottes et tout, en fait, moi, ce que j'ai trouvé aussi hyper important et précieux dans votre projet, c'est qu'il est 100% transparent. On essaye, on essaye au max. Parce que moi, au lendemain de regarder ce docu sur Jérôme Jarre... J'ai pas vu le docu, faut mettre le contexte. Ouais, désolé. Vas-y, tu veux, Gab ? Franchement, je le connaissais pas avant de revoir le docu, donc en vrai... Voilà. Je te laisse y aller. Jérôme Jarre, c'est un influenceur, créateur de contenu de l'époque de Vine, qui a fait la Love Army, qui s'est mobilisé pour les Rohingyas. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'était les Rohingyas. Et qui avait réussi qui s'est pointé avec Omar Sy, d'influenceurs, d'acteurs, Seb Lafrite, Mister V à l'époque, etc. machin.
dans un camp et qui depuis le camp depuis ce camp recueillait des dons en fait. Recueillir des dons, ils ont recueilli mais des sommes incroyables avec des soutiens. Ils tweetaient en masse des célébrités pour qu'ils fassent quelque chose pour les Rohingyas, etc. Et en fait, le docu décrypte où est allé cet argent. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Et pas au bon endroit. Et en fait, c'est un documentaire qui est réalisé par un journaliste de Brut qui a suivi. C'est Charles Villain. Voilà. Ouais. Qui a suivi Jérôme Jarre pendant ces années-là, à ce moment-là, et qui se dit mais où est passé Jérôme Jarre ? Parce que le mec a disparu. Okay. Après, il a repopé au moment où le docu est sorti. Après, moi, j'ai pas suivi. Il a fait une petite interview clic en mode non, mais alors on a tout géré proprement. Ouais. Sauf que le docu te montre que preuve à la pluie, que c'est sale. C'est pas parce que les gens sont connus qu'ils ont fact-checké où est-ce qu'ils donnent et qu'est-ce qui se passe. Et en fait, je trouvais que cette transparence-là, tu vois, genre, il y a des choses, moi, qui m'ont aussi rassuré. Il y a des cagnottes, donc c'est à échelle. Ouais. Et il y a aussi des ONG instituées. Ouais. MSF, c'est une ONG que je connais. J'ai des amis qui ont travaillé là-bas. Oui, c'est ça. Donc, en fait, elle a aussi une légitimité historique de se dire, je donne pas à une ONG qui, en fait, est déglingue. Elle était là c'était presque un petit peu pour ça aussi, en fait. Ouais. Le fait qu'on ait rajouté 50% pour les ONG, c'était aussi ce côté rassurant. Parce que, en fait, honnêtement, MSF et Human Appeal, ils traitent pas que la Palestine. Donc, en fait, oui, bien sûr. Et en vrai, tant mieux, ça peut aider d'autres personnes, tant mieux de fou. C'est super, hein, mais du coup, ces 50%-là, objectivement, ils vont pas partir directement pour de l'aide à la Palestine. Ils vont être distribués à l'intérieur. Non, si je puis me permettre. à Médecins sans frontières, il y a un endroit spécialement genre donner là en ce moment genre c'est exactement soutien d'urgence quoi. C'est ça. Human Appeal c'est plus vaste et en vrai tant mieux si on peut aider d'autres cagnottes en même temps, genre enfin tant mieux de fou. Médecins sans frontières c'est genre là c'est cagnotte spéciale Gaza. Mais du coup avoir ce côté-là qui est très institutionnalisé où MSF c'est quelque chose qui est connu. Moi je sais pas, mon papa il recevait les petits courriers de MSF parce qu'il faisait les dons tous les mois et tout. Il les fait encore, je crois d'ailleurs. Et merci papa. Mais du coup, ça a permis aussi, je pense, de débloquer pas mal de gens, de se dire, ok, il y a 50%, c'est des cagnottes, je sais pas trop ce que ça vaut, mais il y a au moins 50% qui vont partir vers des trucs que je connais déjà, dont j'ai déjà vu le nom. Quoi. Ouais, c'est ça. Et effectivement, du coup, il y a cet aspect-là où tu te dis, bon, bah attends, c'est des gens qui font pas juste... Allez, je te fais un peu d'agisme. C'est des jeunes, ils sont en pyjama avec leur TikTok et leur machin, et ils montent des cagnottes pour récolter des sous, mais en fait ils savent pas où ça va. Alors, genre le gros si discours de boomer, mais tu vois, il y a ce truc là où je pense que même s'il y a ce pouvoir là de l'internet, des réseaux, etc., il y a cette obligation de transparence, d'intelligence, de renseignement, de faire ses recherches et d'être à la hauteur de cette somme. C'est ça. En fait, justement, nous, on se posait beaucoup de questions à quelle cagnotte donner parce qu'il y en a énormément qui tournent. Et genre, en fait, il y a des photographes et des artistes qui sont du coup dans Print for Palestine qui parrainent et marrainent des cagnottes et qui ont du coup déjà parlé, qui ont fait des vidéo calls avec les personnes qui sont à Gaza. Moi, par exemple, je sais qu'on va donner une partie des sous à la cagnotte que je marraine. Et genre, je lui ai parlé. J'ai fait un FaceTime avec elle. Genre, vraiment, on se parle tous les jours, etc. Mais au moins, là, on leur parle. Genre, quand je leur ai dit qu'on allait leur envoyer les sous avec Print for Palestine, genre, vraiment j'allais pleurer. Ils m'ont appelé en FaceTime, ils étaient 8 sur le FaceTime à tous me dire juste hello parce qu'ils parlaient pas tous anglais et juste en mode hello, tout content et tout, et genre j'étais en mode frère, à notre échelle on peut rendre une famille de 8 genre juste heureux parce que 2 jours avant elle me disait qu'elle avait complètement perdu espoir, que les bombes elles arrivent juste à côté d'elle, etc. Et là genre ils nous appellent avec un grand sourire, genre il y avait 3-4 enfants de moins de 5 ans qui étaient sur le FaceTime juste à dire hello et genre qui étaient tout joyeux alors qu'ils sont en plein milieu genre d'un génocide. Et j'étais en mode attends, c'est nous, on a fait ça. Oui, en fait j'ai fait quelque chose qui a changé ta vie. C'est aussi... Et puis même, genre, se rendre compte que c'est vrai, en fait. Genre. C'est parce que nous, pour l'instant... C'est tangible. Exactement. On est juste derrière nos écrans à dire, ouais, on fait ci, on fait ça. On voit un truc qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. On le voit en 4K, hein, mais c'est pas la même chose qu'avoir un échange direct avec ce qui se passe, tu vois. C'est ça, ouais. Et les cagnottes qui en donnent, du coup, c'est des personnes avec qui d'autres photographes et d'autres artistes ont communiqué. Et on sait que c'est vrai. On sait qu'on donne pas à n'importe qui. Genre, on voit les réactions. Et genre, vraiment, jusqu'à maintenant, c'était tout un peu genre... Vraiment, tout était sur Internet. Et là, vraiment, on est en mode, ok, on a vraiment une réponse d'humain qu'on aide, genre je trouve ça ouf. Ce qu'il y a c'est qu'en fait du coup c'est le réintégrer de l'humain utiliser les réseaux, l'internet pour ce qu'il est censé faire, à savoir connecter des êtres humains entre eux et entre elles. Exactement. Et pas juste des vitrines.
Tu vois, genre en fait on est un peu dans un mix en plus en photographie, etc., où on est tous un peu auto-entrepreneurs, tous un peu notre propre patron, tous un peu chez notre nous, propre CM, tous un peu machin, et on a tous un peu notre vitrine en ligne, notre brand, tu sais, genre moi je bouffe que des trucs de créateurs de contenu, donc en plus vraiment je suis matrixé par l'entrepreneuriat et tout machin là, mais avec quand même toujours un peu mon recul de me dire ouais, mais en fait, comment j'impacte ta vie à cette échelle-là, juste de là. On est toi et moi, on discute, qu'est-ce qui se passe? Internet, il augmente mon pouvoir d'action, c'est-à-dire de la pièce que je donne à la personne dans la rue que je croise en bas de chez moi, ou tu vois, à comment j'arrive à l'envoyer plus loin et à impacter autre part. Enfin, tu vois, genre, il ne s'agit pas d'oublier la personne qui est en bas de chez moi, il s'agit d'aider le plus de monde possible, et Internet permet ça. Et Internet a permis de rassembler, genre si vous aviez dû faire du tractage, t'imagines dans les années 90 là. Mais tu sais quoi, on va peut-être en faire, genre il y a des gens qui sont sur Print for Palestine sur le Discord, qui ont préparé des affiches, mais genre tellement belles, genre vraiment magnifiques, et qui ont dit, écoutez, c'est ça, et vraiment ils ont dit, écoutez, là ce week-end on part à Lyon, on imprime tout à nos frais, et on va les donner partout. Je sais pas pourquoi ils font ça à Lyon, mais parce qu'ils sont à Lyon. J'adore tacler cette ville. Désolé. Ils sont à Lyon. C'est vraiment la ville d'extrême droite qu'on pense qu'elle est, quoi. Mais du coup ils le font à Lyon parce qu'ils sont malheureusement à Lyon. Mais du coup on va aussi faire. Mais du coup ils peuvent agir dans une ville d'extrême droite. Exactement, ils essayent. Dans le contexte actuel, on est à l'heure où ce podcast sort, on est le 30 juin. Ouais, on est le 30 juin. Oh putain, c'est ce soir du coup. C'est ce soir. Donc en fait, il est encore temps. Pour les personnes d'aller voter. Qui sont vous écoutez ça, allez voter maintenant tout de suite. Mettez en pause la vidéo. C'est pas grave, Thomas, on s'en fout. De toute façon, Thomas, il a déjà toute la fame qu'il a. C'est bon. Il y a cet endroit où, à notre échelle, on peut faire autre chose politiquement qu'un bulletin de vote. Ouais. Mais ça veut pas dire que le bulletin de vote n'a pas de valeur. Il faut aller voter. Ça veut aussi dire que, en fait, pour moi, c'est ça, c'est vraiment ça aussi que je retire de ce projet que vous avez initié, c'est notre action politique, elle n'est pas que dans les urnes. Elle se passe aussi dans les urnes. Mais on a un pouvoir politique ailleurs. Et ce pouvoir politique, il ne tient qu'à nous de l'engager, de le prendre en main, d'y aller et de le faire vivre dans des formes qui sont multiples, variées, on peut être créatif. Vraiment, chacun à son échelle. Politiquement, la preuve en est, genre là, les quelques semaines passées, entre toute cette génération de gens qui maîtrisent tous les outils de com, et qui dit, venez, on prend les outils de com que l'extrême droite utilise actuellement pour enrôler de gens, genre bêtement, sur un truc qui n'existe pas, qui est que du vent, qui est que de la com, qui est l'essence même aussi du macronisme et de, enfin, tu vois, c'est genre... McFly et Carlito, enfin genre t'as vraiment tout là, moi j'ai tout qui revient, je me dis mais en fait c'est ça le dégât, c'est-à-dire qu'on a eu Sarkozy et Paris Match, on a eu Sarko et McFly et Carlito, et on a Bardella et TikTok, tu vois. T'as confondu Sarko et Macron, et je trouve ça très... Ça en dit beaucoup. Sarko, Paris Match. Oui, mais après t'as dit Sarko et... Sarko, McFly et Carlito. Et je pense que ça en dit beaucoup. Et ça en dit long. Mais je pense que chacun peut le faire à son... Genre par exemple, moi j'avais... moi j'avais posté un truc là dans ma story en mode, écoutez, on va s'éduquer, on va débattre. Toutes les personnes qui ont voté le RN, expliquez-moi genre dans la boîte à questions pourquoi. Bon, je suis pas suivie par beaucoup de droitards, donc j'ai pas eu beaucoup de réponses. Mais j'ai eu genre... Alors, les droitards de ma commu. Je sais que vous êtes là. Mais il y a eu pas mal de personnes qui disaient non, ça sert à rien de débattre, etc. Et je suis pas d'accord, parce que du coup, dans les 3-4 réponses que j'ai eues, généralement c'était ma maman a voté, etc. Il y a quelqu'un qui m'a dit ma mère a voté... Je demande pour une amie. Il y a quelqu'un qui m'a dit ma mère a voté pour le RN, pour le droit des femmes. Du coup, je suis en mode... mais en fait, t'as tous les gauchos qui me disent ça sert à rien de débattre. Ben non, c'est important. Du coup, je leur donne des sources. Je dis écoutez, alors le RN, le droit des femmes. Il y a quelqu'un d'autre qui avait dit oui, c'est pour la sécurité, alors que justement, ça a été montré qu'à chaque fois qu'il y avait la droite au pouvoir, il y avait encore plus de crimes, genre avec les. Et en fait, c'est bête, mais j'ai eu 3-4 débats comme ça en privé. Avec des personnes et aussi en story, et c'est à mon échelle, c'est pas grand chose, mais déjà si je peux convaincre 4 personnes de voter à gauche alors qu'ils comptaient voter RN, ça me va, tu vois, genre c'est quelles personnes avec qui tu as discuté, ou tu as eu un impact aussi, de pouvoir discuter avec les gens, c'est hyper important. Et surtout là, sur les législatives, ça va avoir son importance. 4 personnes sur des circonscriptions, ça joue. Ah, mais c'est fou, totalement. On est tellement moins à voter qu'aux européennes, où effectivement, aux européennes, t'as ton vote, il vient se mélanger avec l'ensemble de la population française. Je comprends que t'aies pas cette idée de vote utile,
là, législative, faut y aller. Mais oui, carrément. Mais en fait, tu vois, il y a aussi ce truc-là où moi, je me dis, moi, j'ai eu mes questionnements politiques, les moments où j'ai arrêté de voter. Enfin, genre, vraiment, tu vois, genre, j'ai 37 piges, mon histoire politique. Ouais, nous, on a commencé à voter vraiment il y a 5 ans, mais ok. Non, mais tu vois, genre, en fait, tout un tas de phases de dire, mais moi, mon action politique, elle se fait pas forcément là. Oui, bah oui. Ou, je fais barrage et je serai dans la rue demain. Enfin, tu vois, genre, en fait, il y a plein exactement. de... Genre, cette narrative, on l'a depuis 20 piges en fait. Ouais. Et c'est ça qui est ouf. Et qu'on continue de tomber des nues, que les médias disent mais comment en sommes-nous arrivés là? Genre Pascal Pro, les gars. Maintenant, donnons la parole à quelqu'un qui souffle dans le cul d'un chien. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, tu te dis en fait, il y a un lien entre ce qu'on consomme dans les médias, ce qui est mis en avant dans certains médias, etc., qui sont tenus par des milliardaires qui sont proches des politiques. Genre, en fait, mais je trouve dans notre génération, c'est bizarre parce que, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a tellement une différence. Je n'ai pas du tout la télé, ok? Genre, vraiment, j'ai pas la télé depuis mes 10 ans. Et je suis surtout sur les réseaux, et le truc des réseaux, c'est qu'il y a un algorithme qui fait que je vois que ce que je consomme. C'est ça, exactement. Et du coup, à chaque fois, pour moi, genre, on est tous à gauche, tu vois, parce que je veux dire, dans ma tête, quand je vais en manif, on est tous à gauche. Dans mes clients, les gens qui me suivent sont généralement assez alignés avec moi. Mes amis, ils sont à gauche, mes abonnements sont à gauche, etc. Et je suis en mode, au moment des votes, on n'est plus à gauche, c'est bizarre, là, il y en a beaucoup. Il y a un décalage un peu qui se fait, ouais. C'est ça, et du coup, genre, je suis sortie le lendemain, j'avais accompagné un ami à l'hôpital, et je regarde autour de moi, et je suis en mode, là, ça veut dire qu'il y a une personne sur 3 qui vote. Bon, carrément. Après, oui, il y avait 50% d'abstention, mais vu que c'était un hôpital de vieux et tout, je me suis dit, il y a moins d'abstention. Il y a une personne sur 6, alors. Tu vois? Ouais, quand même, ça ou peut-être 2 personnes sur 6, on sait pas, du coup, les 50% qui votent pas, on sait pas où ils votent. Exactement. Où ils voteraient s'ils votaient, tu vois. Genre... Et tu sais, je suis en mode, alors là, ça veut dire que nous, on est les seuls de gauche présents. Enfin, tu vois ou pas ce que je veux dire? Bien sûr. Et c'est vraiment. Alors, ça montre que les personnes qui, au final, suivent un peu la droite alors qu'ils sont de gauche, ils ont raison parce qu'ils voient un petit peu ce qui se passe. Genre, alors que moi, j'ai aucune idée. Dans ma tête, on est tous de gauche, on est tous hyper utopistes, etc. On est tous prêts à ensuite aller manifester une fois que le Front Populaire y passe. Mais, tu vois, on est quand même de gauche. Et en fait, pas le reste du monde. Ouais, c'est vrai. C'est ouf, ça. C'est juste. C'est pour ça, je pense, c'est aussi important, genre... Les réseaux, c'est cool, on parle autour de nous, mais ça reflète pas du tout la réalité. Il faut sortir de ça aussi, faut aller dialoguer, il faut aller discuter. Ouais. Et il y a d'autres endroits de prise d'information, la télévision RTL. Non, mais il y a certains formats de documentaires qui passent à la télévision. Enfin, genre, en fait, il y a aussi... La télévision est un vecteur d'information. Genre, j'ai vu, moi, des docus sur Arte ou sur d'autres chaînes qui sont chambées. Arte, c'est trop bien. Et genre, où je serais pas allé... et puis, l'approche documentaire est bien plus intéressante et pertinente pour se faire un avis qu'une approche reportage ou live télé, les chroniqueurs info en continu et chroniqueurs de toutes balles et genre moi j'ai besoin de recul, genre mon cerveau il me permet pas de réagir à chaud. Enfin mon cerveau et mes valeurs, ou en tout cas le peu de fois où j'ai réagi à chaud, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée. Ça se passe pas bien, Et donc du coup j'ai besoin de quand j'aborde un sujet ou une question, j'ai besoin de prendre un peu de recul, de réfléchir pour pouvoir pas être trop teubé, tu vois. Genre, en fait, j'ai pas envie d'être cet influenceur qui, quand il prend la parole, tu t'aperçois que c'est un gros demeuré qui a pas réfléchi 2 secondes. Il s'est pas renseigné. Et juste, il a un micro, alors il parle, tu vois. Comme ceux qui votent RN pour les droits des femmes. Exactement, ceux-là. Du coup, tu vois, il y a cette espèce de truc où du coup, il y a des fois, il y a des moments où c'est cool de... Pas faire introspection, mais de se nourrir, de réfléchir, de se documenter, en fait. Je parle à des gens qui ont 30, 40, etc. et qui me disent non mais je suis pas assez renseignée. En mode d'accord, mais en fait ça coûte rien de regarder le documentaire Arte. Même Hugo Décrypte, alors que pour le coup il est quand même assez de droite, il a fait des belles vidéos. Non mais même Hugo Décrypte qu'on n'aime pas trop. Non mais alors, si tu regardes ça. Non mais alors, moi j'aime bien, je trouve que sa source d'information, elle est rapide, concise, et après il est très macronien. En gros, voilà, c'est ça. Mais en vrai, ses sources d'information, elles sont assez concises, et si tu te renseignes pas plus, bon, au moins t'as les infos, tu vois. Genre, ma mère me dit, je regarde Hugo Décrypte, tu vois, donc je suis en mode, t'as pas le temps de...
tu vois. Mais, et au moins, genre, moi j'ai regardé d'abord sa vidéo, et ensuite tous les termes, je suis allée les re-regarder ensuite dans un autre docu, etc. Mais j'ai quand même croisé avec Arte, etc. Donc t'as le point de vue un peu droitard, un peu macronien, t'as le point de vue Arte, et tu croises et tu dis, bon, où est-ce que je me place ? Voilà, là-bas. Mais... Et exactement comme les comptes un peu éducation, de militantisme qui existent déjà sur Instagram, tu ne peux pas prendre tout à la même source. Ouais, exactement, totalement. Alors, en fait, une source c'est un biais, et si tu gobes tout de la même source, bah t'as pas d'esprit critique en fait. Oui, exactement. Genre à partir de là. Et même, globalement, quand tu commences à t'attacher à une source, à une personne, où tu vois, tu vas créer un sentiment, où tu vas porter de la confiance en quelqu'un, et moi c'est ce que j'essaie de le rappeler aux gens, c'est on n'est pas parfait, et faites en sorte que je sois pas la seule source d'information que vous ayez sur ce sujet-là ou sur ce sujet-là. On s'était déjà engagé avec un truc Balance ton photographe, où ça avait drop des noms de mecs qui étaient des agresseurs sexuels et tout machin. Et je disais, mais je reste un homme, les gars. Ne faites pas full confiance non plus, parce qu'en fait, vous ne connaissez pas, et vous connaissez pas la plupart des gens qui sont impliqués dans ce truc-là. Faites attention en qui vous portez votre confiance, et croisez vos sources, et assurez-vous de faire les bons choix à la fin et d'avoir les bonnes opinions à la fin, parce que ça peut être dangereux en fait. Oui, carrément, parce qu'en fait, sinon tu suis bêtement en fait. Ouais, c'est ça qu'il faut surtout pas faire en fait, d'une certaine manière, c'est de réussir à se dire, bon bah j'ai eu une info, ça a ouvert une porte, ça a ouvert une question à laquelle j'étais sensible, et c'est important de connaître la source, d'avoir une lecture, de croiser avec une autre lecture, et puis toi de te positionner derrière autour de ça. Et puis en vrai, je suis désolée, mais c'est important de voir pour ensuite pouvoir débattre avec d'autres personnes. Bien sûr. Genre, si tu dis que t'as entendu parler que du le jour où tu dis ouais mais tu les as vus et tu fais non parce que je donnerai jamais une vue et tu vois c'est une vue c'est une vue de trop. Exactement. Moi je suis d'accord. Même pour la science. Moi je suis d'accord, mais du coup il y a des comptes de riposte, voilà. C'est comme genre faut boycotter Disney, et j'ai des potes qui veulent grave voir, du coup je leur ai dit vous savez quoi, on va regarder en streaming à la maison en vidéo proche, mais on donne pas de sous à Disney, tu vois. C'est parce que je veux pas lui donner de sous. Il y a des médiathèques aussi. Exactement. Pour pouvoir ensuite genre critiquer, tu vois. L'information elle est à plein d'endroits, elle est pas forcément coûteuse. Exactement. Lire des livres, c'est pas forcément les acheter. Tu vois, vraiment. Regarder des films, c'est pas forcément les acheter non plus. Il y a quelqu'un dans mes commentaires qui avait écrit non, faut pas débattre avec les fachos, etc. Et je suis en mode pour pouvoir les éduquer, et pour pouvoir genre même toi t'éduquer, genre peut-être il y a des trucs que tu connais pas, c'est important de pouvoir débattre à esprit ouvert. C'est quelque chose qui se discute, parce que quand on dit faut pas discuter avec des fachos, je pense qu'on vise pas les 32% des lecteurs qui ont voté pour Jordan Bardella aux dernières européennes, tu vois. Je pense que quand on dit faut pas débattre avec des fachos, il faut pas donner de la parole à des personnes politiques qui sont suffisamment influentes et qui savent suffisamment ce qu'elles font. Genre Netanyahou sur TF1 par exemple. Genre Netanyahou sur TF1, genre Pascal Pro sur CNews, genre Cyril Hanouna sur C8. Et je pense que c'est plus de ça qu'on parle. J'étais en Belgique il y a 2 semaines. Et j'ai discuté avec un mec qui m'a dépanné un lecteur de carte SD. Merci encore à toi, mec. Si tu m'as régalé. Et donc, on s'est pris un café. J'avais 2 heures sur place à Bruxelles. Et il m'expliquait qu'en Belgique, tu sais, c'est séparé en deux. Tu as la Wallonie et les Flamands qui sont au nord. Et donc, en fait, c'est les Flandres, je crois, au nord. Ouais. Et en Wallonie, il y a ce qu'on appelle un cordon sanitaire médiatique. Ils interdisent aux députés, aux représentants d'extrême droite, d'aller sur des plateaux télé. Genre, toutes les chaînes de télé se sont mises d'accord, tous les médias se sont mis d'accord pour dire. Mais il y avait ça aussi en France avant, on n'autorisait pas Monsieur Le Pen. Avant. Si, il a toujours été autorisé. Maintenant, la classe politique s'était globalement mise d'accord. Tu vois, Jacques Chirac n'avait pas débattu avec lui en 2012. Oui, c'est ça. Et ensuite, ils l'ont laissé parler et c'est parti. Et en fait, du coup, c'est méga impressionnant parce qu'en Belgique, tout le sud de la Belgique, il recueille 2% des voix grand max aux élections et tout machin. Et tout le nord, ils sont majoritaires, quoi. Genre, l'extrême droite a pris une place. Voilà. Et c'est là que tu vois toute l'importance des médias. Et c'est là que tu vois toute l'importance de dire. On débat pas avec des fachos. Parce que... Alors, je suis d'accord pour les politiciens, mais par contre, pour les personnes comme toi et moi, genre, tu sais, d'autres personnes de notre âge qui ont juste un vote, c'est important, tu sais, Mais je parle pas des fachos, je parle vraiment des gens qui votent RN sans se renseigner. C'est hyper important de pouvoir donner, des contre-arguments, etc. Parce qu'il y en a plein qui sont pas éduqués. Genre, et tout comme il y a plein de gens qui votent à gauche en se disant qu'ils sont parfaits, tu vois. Alors que non, vous inquiétez pas, la gauche, elle va passer, on va quand même aller dans la rue, tu vois, ou pas ce que je veux dire. Mais dans tous les cas, il y a plein de trucs sur lesquels il faut qu'on se renseigne tous. Et même moi, je suis loin d'être parfaite et loin d'être renseignée sur tout. Mais c'est grave intéressant de se renseigner. Si on t'avait dit qu'en lançant un podcast photo, tu finirais par parler de ces sujets-là, est-ce que tu aurais continué les podcasts photo ? C'est une vraie question. Mais punaise, tu me poses une vraie colle. Hein.
En vérité. En vérité, genre. Est-ce que t'as vraiment ce truc-là où c'est un truc où tu t'étais dit, tiens, pourquoi pas un jour, je placerai mes opinions politiques avec ce compte, ou comme on l'a dit au début, alors t'étais parti sur quelque chose où tu te disais, je vais essayer de faire un truc feel good et toucher un maximum de gens en ayant un contenu assez... Bah disons que c'est une question que je me suis pas posée, mais si on me l'avait dit, j'aurais probablement fait plein de choses différemment. Parce que si ça avait été ma finalité de parler politique sur cette chaîne, ou sur mon podcast, ou sur mes plateformes, etc., j'aurais probablement pris un axe déjà d'emblée politique. Parce que je trouve que le virage, c'est un terme qu'on aime bien pas, enfin bref, ce virage pour les gens, tu sais, je faisais tout à l'heure la blague, les gens qui écoutent le podcast se rendent pas compte, mais ceux qui le voient sur YouTube, je fais comme ça. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui projettent, dans ma communauté, des gens qui projettent sur moi ce qui les arrange. Oui. Et s'ils veulent pas voir que je suis métisse, s'ils veulent pas voir que j'ai quand même une manière d'aborder les choses qui est plutôt de gauche ou qui est plutôt... voilà, il y a des potes, des gens qui sont devenus des potes dans les gens qui me suivent qui disent « Mais mec, il y a des indices partout en fait dans ce que tu fais. » Et moi, je m'en rends pas compte parce que c'est ce que je fais. Oui, c'est qui je suis, c'est pertinent avec qui je suis. Le truc est compliqué et ta question, je la prends vraiment avec toute la mesure qu'elle représente et j'ai l'impression d'être devenu hyper grave là. Mais non, mais parce qu'en fait, je suis quand même quelqu'un d'hyper sérieux en fait, en général, dans ce que je fais. La manière dont je vois la création artistique, la manière dont je vois la place de l'art dans le monde, la manière dont je vois mon engagement politique. Je pèse mes mots quand je parle, je fais attention à ce que je dis. J'ai scripté mes vidéos pendant des années parce que je considère que... Ah ouais, t'es tout l'inverse de nous. Non, mais parce qu'en fait, j'ai peur de la roue libre. Tu vois ? Même si derrière, je monte mes vidéos et que machin, genre, je fais gaffe à ce que je dis, je suis mesuré. Aujourd'hui, cette espèce de genre, en fait, putain, peut-être qu'il y a des gens qui étaient dans le déni. Dans ton podcast, ils pensent tous que t'es blanc, genre. Là, c'est... Peut-être. Non, mais il y a même plein de gens. Il y a même plein de gens. Il y a des... Genre, je vois des tweets et j'imagine que vous avez dû recevoir des messages aussi avec Prime for Palestine. Il y a plein de gens qui sont persuadés que je suis pro-macroniste, méritocrate, que je pense que tout le monde peut tout faire, qu'on est tous égaux, que je crois dans les valeurs de la... Enfin, je crois dans les valeurs de la République, mais que je crois dans l'égalité des chances. Enfin, genre, je suis critique de toutes ces choses-là. Oui, bah oui. Bien sûr, mes parents travaillaient dans la fonction publique. Enfin, genre, en fait, genre, j'ai vu l'état des choses se dégrader. C'est pas parce que les valeurs, j'y adhère, que je sais pas que les choses dans notre société dysfonctionnent. Bah oui, tu vois, et ça, c'est des choses pour la simple et bonne raison que je pense pas que ma voix vale plus qu'une autre. Genre, je suis juste quelqu'un qui pense, je suis un être humain. Je pense à ma mesure, avec le temps disponible que j'ai, avec les moyens financiers que j'ai ou que je n'ai pas. Et si je continue de créer en empruntant une caméra ici, un truc là, etc., bah peut-être que oui, je viens d'un milieu plutôt privilégié, on va dire, de gens qui sont dans la création, etc. Enfin, genre, je suis de classe moyenne, oui, j'ai grandi à Paris, donc j'ai plein de privilèges, oui, je suis un homme, cis. Enfin, genre, en fait, toutes ces questions-là sont des questions qui me traversent. Et je suis pas naïf à ces questions-là. Si je devais inciter des gens à faire des choses, et c'est pour ça que je parle avec vous, que je parle avec d'autres gens, c'est même quand tu es une voix minorisée, tu peux porter ta voix, et c'est ce que la création artistique apporte. Tu vois, si je devais signer ça, c'est ça. Non, mais tu vois, sauf que effectivement, je le fais d'une forme qui est universaliste dans tout ce qu'il y a de bon et de mauvais, et que du coup, bah oui, t'as des gens qui croient que je crois qu'on est tous des mecs cis blancs et que qu'on peut tout faire et qu'il suffit un peu de sortir les doigts du cul, tu vois. Genre, c'est pas ça je suis conscient des dysfonctionnements. Pourtant, moi, si j'ai un truc à dire, c'est genre si à un moment donné il y a quelqu'un sur ma chaîne qui est discriminé, qui vit avec peu de moyens, etc., et qui pense que l'art c'est pas pour lui, putain de merde, si. Oui, bah oui. En fait, voilà. Bah, si ça peut vous rassurer, moi j'ai commencé avec un appareil à 300 € avec les deux On focales. a tous commencé avec des trucs vraiment, j'ai fait 2 ans avec, en tant que pro. Bien sûr. Vraiment, c'est très... Il coûte encore moins cher en seconde main. Donc tout le monde peut faire de l'art. Quand on l'entend de la part d'un youtubeur, bah on se dit, bah, lui il dit ça, mais c'est facile de son endroit. Cette notion d'artistique, genre moi je viens d'une famille qui ne fait pas d'artistique à la base. Genre il y a de la pratique artistique amateur, mais moi je voulais être comédien dès que j'avais 6 ans. Je voulais être acteur. Et en fait, j'ai été intermittent du spectacle, j'ai pas été star de cinéma. Tu vois ce que je veux dire ?
Donc en fait, j'ai vécu la précarité de l'intermittent du spectacle et en même temps en ayant vraiment beaucoup de boulot à un moment. Cette notion de faire de l'art, moi je l'ai décidé bien plus tôt qu'avoir une chaîne YouTube. En fait. Genre avoir une pratique artistique dans ma vie alors que j'avais des potes qui étaient en BTS Banque et d'autres gens qui ont fait de l'hôtellerie et j'ai des potes qui font de la musique, etc. En fait, genre, je viens d'un milieu social qui est très diversifié qui fait que les gens, quand ils prennent la décision de faire de l'art, ils viennent pas, on n'est pas forcément de ce milieu-là, c'est pas forcément totalement aisé de se lancer dans l'art, on a fait face à des familles qui comprennent pas ce qu'on fait, enfin voilà, en fait, et décider de faire de l'art, j'ai pas attendu de faire une chaîne YouTube pour vous dire faites de l'art, tu vois. Genre, j'ai vécu 10 ans en faisant intermittent du spectacle, en allant dans toutes les salles les plus déglingues de France pour jouer des spectacles. Banger. Et est-ce que tu penses que du coup le fait d'avoir eu cette idée-là très jeune de faire de l'art, ça a aussi contribué au fait que derrière t'as pas voulu forcément y mettre ton avis politique, en fait le politiser dedans? Parce que moi je sais que par exemple j'ai commencé la photographie en faisant de la manif, j'avais 15 ans, j'étais en seconde, je commençais à me politiser, il y avait le truc de les manifs écolos et tout machin, on faisait grève le vendredi et tout, donc moi j'ai commencé avec ce milieu politique là et du coup c'est ça qui fait que dans la continuité de ce que je fais, ça me choque pas de mettre mon avis politique tout le temps. Mais est-ce que du coup, tu penses que le fait d'avoir commencé beaucoup plus jeune, avec, sans opinion politique, je pense qu'à 6 ans... à 6 ans, tu fais du théâtre, tu kiffes jouer Molière. C'est tout. Est-ce que tu penses que ça a joué dans le fait qu'aujourd'hui, tu essaies de moins le représenter ou d'avoir ce contenu-là Moi, c'est plus que c'est pas tant... Des fois, j'ai un peu l'impression que c'est pas le lieu et l'endroit. Voilà, c'est peut-être biaisé comme manière de voir, mais en tout cas... j'ai fait des trucs sur la photo. La photo, moi, c'était pas l'endroit politique de ma vie. Moi, c'était le théâtre, en fait. Finalement, genre, j'ai commencé tôt, j'ai fait des pièces diverses et variées, mais j'ai travaillé pendant 10 ans dans une compagnie de théâtre forum qui joue dans des établissements scolaires et j'ai fait de la prévention, enfin des actions de prévention, harcèlement, cybersexisme, radicalisation. J'ai joué en milieu carcéral, en milieu hospitalier, etc. Et en fait, genre, moi, tous les jours, j'étais 4 heures par jour dans des salles qui n'étaient pas des salles de théâtre, qui n'étaient pas pour les bourgeois, qui étaient pour des gens qui étaient concernés par le sujet dont on parlait dans les pièces. Et, donc là, ça, c'est un truc, genre, je t'en parle là et j'ai aucun problème, c'est mon parcours. Et j'en parle aux gens, les gens qui me connaissent savent que j'ai fait ça aussi pendant 10 piges. Et qu'en fait, j'ai joué pour des agriculteurs, sur les risques psychosociaux dans le monde agricole. J'ai rencontré ces gens-là, j'ai discuté avec ces gens-là. Et la posture du théâtre forum, la posture de comédien de théâtre forum que j'occupais, on était là pour être au service de l'idée des spectateuristes. C'est-à-dire que les personnes qui montent sur scène viennent essayer de changer les situations qui sont problématiques qu'on leur présente, qui sont des situations de théâtre, mais qui sont documentées au regard du sujet qu'on va traiter, pour s'essayer, grâce au théâtre, de voir comment on peut intervenir dans une situation de cyberharcèlement. En fait, c'est un peu du psychodrame, genre sans tomber dans le psychodrame. C'est ça. Sans le côté thérapie. Il s'agissait d'avoir un cadre. C'est un peu cathartique en vrai, hein. C'est un peu thérapeutique. En fait, là, le truc qui nous éloigne du psychodrame là-dedans, c'était que les personnes sont certes concernées, mais c'est des groupes de personnes. Et on fait bien la part des choses, on rejoue pas des scènes de leur vie. Oui. On joue des situations fictives qu'on a écrites, qui sont documentées, mais qui sont fictives. Et les personnes ne jouent pas leur rôle. Ouais, mais ça n'empêche que ça reste quand même cathartique. C'est comme quand toi tu vas... c'est ça, quand tu vas voir un film et que genre tu t'identifies au perso principal, ça te fait te questionner. Tout. Évidemment, il y a un aspect cathartique, mais il n'y a pas un aspect thérapeutique. Oui, je suis d'accord. C'est ça que je veux dire dans le psychodrame, j'en ai fait en thérapie. En tout cas, pas consciemment, genre Non, mais en fait, c'est-à-dire que c'était aussi cet endroit de... oui, vous allez jouer des personnages. Alors l'idée, c'est de jouer... des personnages qui, a priori, entre guillemets, vous ressemblent dans la situation. Genre, si je joue devant des agriculteurs, tu vas pas venir jouer le banquier. Tu vois. Ou si je joue devant des élèves de 5e, vous n'allez pas jouer le CPE. On n'est pas là-dedans. Parce que sinon, on prend le risque de la parodie, etc. Non, tu es un élève de 5e, tu vas jouer un autre élève de 5e. Tu veux pas jouer la personne harcelée parce qu'elle fait partie de la situation. Le but, c'est pas de mettre dans une situation. Tu vas jouer un ami. Comment un ami peut intervenir dans une situation de harcèlement à l'école. Donc en fait, je veux dire, ça c'est mon engagement à moi, c'était ma manière de faire théâtre, c'était ma manière de faire de l'art, c'était ma manière de m'investir politiquement, tout en ayant une posture de facilitateur. Et donc, c'est pour ça que finalement, moi, c'est jamais devenu ma chaîne ou ce que j'ai voulu faire en photo, c'est jamais devenu
un étendard, un endroit de... Parce que t'avais un autre espace pour ça. Ouais, J'avais un autre espace pour ça en fait. Et cet espace-là, comme je disais, l'endroit d'investissement politique des gens qu'on suit sur Internet ou des gens qu'on connaît, des gens connus, etc. Il n'est pas forcément là où on croit en fait. Ouais. Et que tu pourrais dire, ouais, mais lui, il prend pas parti. Ouais, mais t'en sais rien en fait où il met ses euros. Ouais. T'en sais rien en fait. Je parlais des chanteurs, mais par exemple, The Weeknd, il a pas une seule fois fait une chanson sur la Palestine. Par contre, il a donné genre 2 milliards, je crois. Ouais. Tu vois, à la Palestine. Milliards. Ouais, ou 2 millions. Genre 2 millions, c'est déjà bien. Hein. Oui, c'est pas mal, mais à la Palestine, alors que genre, il en a jamais fait la pub, il a jamais fait de chanson dessus. Mais en fait, oui, tu sais pas ce qu'ils font de leurs sous. Pour boucler la boucle, je me serais pas posé moi la question parce que finalement t'es en train d'intervertir les rôles, ça va pas du tout. Tu vas lancer ton podcast, ça va pas. Mais je vous annonce la saison 2 sera animée par Gabs. C'était voilà. En plus, là, il va aller fumer, gars. C'est de me C'était un long épisode, merci, c'était le dernier épisode de cette saison 1. Merci d'avoir été mes invités. Merci à toi de nous avoir accueillis. Trop bien. Trop bien. Et merci à toutes celles et ceux qui écoutent le podcast. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2, mais parce que ce podcast me prend énormément de temps comparé à la chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'un projet de podcast, c'est un projet en soi, et j'ai déjà le projet de chaîne YouTube à faire vivre, et je pense que gérer les deux, ça commence à devenir compliqué vu mon rythme actuellement. On retient une date, c'est le 21 juillet pour votre concert. à la Bellevilloise. Votre concert, on dirait, vous êtes des artistes, on vous va allez chanter, jouer. ouh. On dirait c'est Est-ce vous qui que allez vous jouer. êtes chaud, Mais pas il y aura des bêtes d'artistes le 30 juin, ils seront déjà normalement affichés, mais il y en aura d'autres qui seront affichés au cours du mois de juillet. On vous attend très fort, il y aura une vente aux enchères avec plein de trucs de vos rappeurs préférés. Genre, on a des vinyles dédicacés d'Orelsan. Waouh, ok. C'est pas mal. Incroyable. Ouais. Ah, t'as droppé, elle a droppé. Ok, vas-y, arrêtez-vous là, allez prendre vos places pour la Bellevilloise. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast et d'avoir suivi Coffee Shot. N'oubliez pas de vous abonner. De vous abonner, de laisser des commentaires et d'aller voter. Ouais. Foncez voter. Vraiment, sauf pour le RN. Allez. Et d'acheter les prints. D'acheter les prints, n'hésitez Merci pas. Maxime de nous rappeler ce qu'il faut. Maxime le GOAT. Et dites bien merci Maxime dans les commentaires, genre vraiment c'est le plus important. On l'aime d'amour. Allez, on s'arrête là, je vais manger des cerises. Let's go. Pourquoi plus? Pourquoi j'ai dit à plus? À plus. À plus. Dans le bus.